Que ressentez-vous lorsque votre regard se plonge dans cette forme cylindrique? Une multitude de volumes, de lignes ou encore de matières naturelles et industrielles s'inscrivent dans l'univers de Leonora Salihu, artiste plasticienne. Elle invite les visiteurs à voir ses œuvres sous différentes perspectives. Une exposition à découvrir à la Halle Verrière de Meisenthal. Man sieht, es sind halt Multiplexplatten. Ce sont des panneaux multiplex que l'on connaît surtout dans le domaine du bâtiment et qui sont souvent utilisés pour les coffrages, pour le béton. Verschalungen für Beton genutzt. Und das Ganze ist dann halt auch mit Et le tout Kunststoff. est recouvert de tapis en plastique, ce qui donne l'impression que la surface, cette surface bleue, est légèrement ondulée. Ce n'est donc pas une surface parfaitement lisse. Also es ist keine gerade, unbelebte Fläche. Ne? Une œuvre graphique coproduite avec la Halle Verrière de Meisenthal. C'est d'ailleurs l'une des pièces centrales de cette nouvelle exposition baptisée en anglais Slack Tide. Man kann es vielseitig interpretieren. On peut l'interpréter de différentes façons. Certains y voient un parachute, d'autres un bateau ou autre chose encore. Le slack tide, c'est le moment où l'eau est immobile. Wasser halt still steht. Es ist zwar ein stilles Moment, aber es C'est certes un moment de calme, mais c'est en réalité aussi un moment très intense où l'eau commence à se remettre en mouvement, pleine d'énergie. halt voll Energie dann in Bewegung zu setzen. Des structures en céramique, en plastique, en tapis ou encore en bois composent cette exposition. Slack Tide, c'est une immersion visuelle pour petits et grands jusqu'au 20 septembre 2026. Donc c'est vous qui avez gagné. C'est tout ce que ça vous fait, vous n'êtes pas content. Se déplacer de manière écologique. C'est le défi qu'a relevé la classe de CM1-CM2 de l'école Chambourg à Woustviller en remportant le premier prix du challenge Mission Mobilité. La première édition de cette action a concerné les maternelles et les élémentaires du territoire. Pendant 5 semaines, les élèves ont dû noter les modes de transport alternatifs qu'ils employaient pour venir à l'école. Le concours a été mis en place par la Casque et l'inspection de l'éducation nationale qui ont fait la surprise aux lauréats en leur annonçant la victoire sur place. Donc, ce qui est important là pour les élèves, c'est justement de réduire l'empreinte carbone et donc de venir à l'école à vélo, à pied, en trottinette, mais sans assistance électrique pour les vélos, pour les trottinettes, de manière à réduire le plus possible l'empreinte carbone et donc par là donc, les habituer dès le plus jeune âge à être sensibles à cette question-là. Ce pari écologique et sportif à la fois a permis aux enfants de s'amuser et de passer du temps ensemble. Tous les matins, j'attendais ma copine, elle est là. Après, on allait à pied ensemble, soit à pied, soit en vélo. Enfin, moi en vélo, elle en trottinette et parfois j'allais avec elle en trottinette. On va jouer au parc, on fait des tours et puis on fait parfois des pique-niques. On va manger ensemble. En revanche, quelques contraintes se sont dressées pour certains. On ne peut pas non plus tout le temps aller en vélo parce que le sac, déjà, il fait au moins 7 kilos. Et les grosses montées qu'on a juste pour monter chez nous, c'est vraiment fatigant. La classe gagnante a enregistré un score de 84,75% pour l'ensemble des trajets effectués en mobilité douce. Un résultat qui s'est accompagné d'une coupe et d'un diplôme. Je les félicite pour leur participation, pour leur engagement. Ils sont vraiment pris au jeu et c'était un beau défi qu'on a eu la chance de remporter. Effectivement, on va réitérer cette expérience l'année prochaine et j'ai des CM1 dans ma classe qui seront CM2 dans ma classe l'année prochaine et on refera cela avec grand plaisir. L'événement a rencontré un véritable succès auprès des 445 élèves participants. 13 000 trajets motorisés ont été évités. Une nouvelle qui pourrait pousser la Casque à reconduire cette action l'année prochaine. Voilà, s'il vous plaît. Il est peu avant 18h quand les deux acolytes débarquent à bord de leur caravane sur la place de la mairie de Spicheren. Au menu ce soir, de la currywurst, un produit que Sébastien et Michael affectionnent particulièrement. Ah, c'est mon métier à la base, mon métier d'origine, c'est la cuisine. Ça fait des années que je veux faire ça. On n'a plus envie de travailler pour quelqu'un, lui, reconversion professionnelle. Moi, je sors d'une longue maladie. Et ouais, on est bien là.
Et on aime bien faire à manger. Si Sébastien est cuisinier de formation, il y a 3 mois, Michael était lui, maçon coffreur. Moi, c'était reconversion professionnelle. J'ai eu des problèmes avec les épaules, je me suis fait opérer des 2 épaules. Du coup, c'est moins lourd de soulever une saucisse qu'un agneau. Aujourd'hui, ces journées n'ont plus rien à voir. Les 2 amis sillonnent la Moselle-Est chaque soir de la semaine, de quoi faire le bonheur des clients. Certains sont déjà habitués, quand d'autres découvrent cette spécialité. C'est une nourriture qui est traditionnelle de chez nous, de la région. Ça apporte un peu de vie et d'animation au village. C'est à côté de chez nous. Les prix sont accessibles, c'est abordable. Les 2 gérants sont adorables. Donc voilà. La recette de leur succès, leur passion, leur bonne humeur, mais aussi la qualité de leurs produits. C'est toujours mieux de faire travailler les gens autour. Après, la qualité est là. On connaît ça depuis qu'on est tout petit. Tous les gens connaissent Schwamm. Les pommes de terre, ça vient de la ferme Meyer à Spicheren. Un projet qui aura coûté 15 000 € et le succès est déjà bien au rendez-vous. C'est pour cela que Michael et Sébastien réfléchissent déjà à une 2e caravane. L'esprit d'équipe et le travail créatif récompensés. À l'hôtel de la communauté de la Casque, des élèves étaient présents pour la remise des médailles et des trophées des meilleures équipes du Grand Cross des écoliers édition 2026. Tous les CM1 et CM2 des écoles élémentaires de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence s'étaient élancés pour une course de 1400 mètres au stade Gérardburg. Ce sont les 3 premières équipes de chaque catégorie qui ont été décorées. Plusieurs jeunes participants ont aussi été récompensés pour les 5 meilleurs dessins du concours du plus beau dossard, où il fallait dessiner son sport préféré. Super Error Bac vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Demain, le temps est généralement ensoleillé, même si quelques nuages peuvent être présents en matinée. Les températures 17 degrés le matin et jusqu'à 27 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Thierry. Très belle journée à tous sur Mosaïque Cristal. Je n'entends pas bien le son de ma télé. Comment changer ça ? Grâce au Bluetooth, les nouvelles générations d'appareils auditifs sont connectés. Vous pouvez recevoir les appels directement dans votre oreille ou vous relier à votre télévision. Et tout ça grâce à une application sur votre smartphone ou à un accessoire. Cet été, le ballon circule et les saveurs aussi dans vos intermarchés de Putelange-au-Lac, Sarreguemines, Beach et Diblin. Retrouvez dans nos rayons boucherie une sélection généreuse de brochettes, grillades, saucisses et viandes marinées soigneusement préparées. Entre amis ou en famille, devant les plus grands matchs de foot ou autour d'un barbecue, partagez les plaisirs de l'été avec des produits frais, de qualité et plein de saveurs. Intermarché, tous unis contre la vie chère. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à faire fleurir vos émotions avec spectacles, découvertes et grands moments à partager. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés avec des artistes de renom et des créations originales. Marine Leonardi, Joyce Jonathan, Francis Huster, Stéphane Echer, 3 cafés gourmands, Lucia de Carvalho, Audrey Vernon et de nombreux artistes. Ne manquez pas le lancement de cette nouvelle saison et choisissez vos coups de cœur. Ouverture des abonnements le 1er juillet à partir de 13h, billetterie individuelle dès le 2 juillet à 10h. Programme et réservation sur sarreguemines.fr. Bonjour à toutes et à tous. Faire découvrir des groupes et créer un moment convivial dans le village de Lixin-les-Roulins, c'est l'ambition de l'association Lixen. Le samedi 4 juillet, elle organisera une nouvelle édition de son festival Summer Live. Pour nous en parler, j'accueille aujourd'hui Amélie Bourg et Aurore Algaillère. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec moi aujourd'hui. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Lixen ? Comment elle est née ?
Alors à l'époque, on avait organisé un concert dans notre village, on a fait jouer un artiste et ça s'était super bien passé et du coup on s'est dit pourquoi pas monter une association et faire jouer plus régulièrement des artistes chez nous à Lixin-les-Roulins. Donc ça c'était en 2017, c'est ça? Ouais, un petit peu avant, ouais. Ok, et dès le départ, votre objectif c'était de proposer un événement musical? Oui, ouais, très axé sur la musique. On aime tous beaucoup la musique et voilà, c'était vraiment le grand axe de l'association. Alors le Summer Live est devenu votre rendez-vous phare. Comment est né au fur et à mesure ce festival? Alors au début, on faisait un événement plutôt en hiver au foyer à Lixin-les-Roulins avec des groupes locaux. Et de fil en aiguille, on a changé un peu notre vision des choses. On a préféré organiser un événement en été et en essayant de ratisser un peu plus large, en faisant appel à des groupes plus internationaux, en essayant de les attirer chez nous lorsqu'ils font leur tournée dans certains festivals en été. Ils arrivaient à trouver des petits créneaux pour l'Ixen et c'est comme ça que l'événement s'est un peu amplifié, quoi. Et vous parlez d'un festival à taille humaine. C'est justement ce qui plaît au public qui vient à ce moment-là? Oui, c'est très convivial, c'est chaleureux, ça reste à taille humaine. Donc je pense que ça plaît. Après, on est aussi très attentif à ce que le public nous dit, les retours qu'on nous fait. Donc on essaie toujours de respecter un petit peu les envies de tout le monde et de s'améliorer d'année en année. Et donc cette année, il y a 5 groupes qui vont se succéder sur scène. Est-ce que vous pouvez les présenter chacun en quelques mots? Ça va démarrer avec Two Magnets, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors Two Magnets, c'est un duo qui est originaire de Strasbourg. Ça, c'est parfait pour l'apéro, pour commencer la soirée doucement. Du folk. C'est du folk, voilà, tranquille. Ensuite, on a Didier Ray, donc c'est un one-man band. Il était déjà chez nous avec le groupe Dirty Deep. C'est un ami de l'association, on peut dire, oui. Et donc lui, c'est plus folk, pareil. Blues, ouais. Ensuite, Révérend Beatman et Milan Slick. Donc eux nous viennent de Suisse. Alors je pense que là, c'est vraiment bien déjanté. Hein. Il va mettre une bonne ambiance dans la soirée. C'est vraiment c'est une légende dans le domaine, coup de cœur de cette année. Je pense qu'il faut venir. Faut pas le louper, ouais. Ensuite, on a James Lake. Donc James Lake, c'est le premier artiste qui a participé à notre première édition. Okay. Donc voilà, c'est l'occasion de le remettre sur le devant de la scène et de lui rendre hommage. Hein. Ouais, c'est symbolique qu'ils reviennent. Et lui, c'est aussi blues. Ouais, blues rock, ouais. Blues rock, ouais. Et ensuite, on a Public House. Ce sont des Australiens. Et eux, c'est foufou punk, ouais. Pour terminer la soirée, ça va être pas mal. Et comment est-ce que vous choisissez les différents artistes qui vont participer au festival ? Alors on a quelqu'un dans l'association qui s'occupe exclusivement de ça. C'est un gros travail de recherche. On marche aussi au coup de cœur. On fait tous beaucoup de concerts, donc on se parle un petit peu des groupes qu'on voit, des groupes qu'on aime. Mais c'est une personne vraiment qui se dédie à ce travail-là sur toute l'année parce que ça se prépare vraiment en amont, quoi. Oui, justement, le public voit le résultat sur scène le jour du festival, mais en coulisses, combien de temps il faut pour préparer un événement comme celui-ci ? Un an, dès qu'on termine l'édition, vous pensez déjà à la suivante ? On pense déjà à la suivante, ouais. Déjà, il faut trouver les groupes, hein. Ça, c'est vrai que c'est ce que tu disais, c'est un gros travail. Après, il y a notre équipe, l'affiche, enfin, il y a plein de choses. Trouver des bénévoles. Les sponsors. C'est ça. C'est un gros travail. Après, pour l'événement même en soi, on va dire qu'on est du jeudi au dimanche, 4 gros jours, grosses journées de travail assez intenses. Ouais. Grâce au comité et à nos bénévoles qui sont très investis. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de monde. Ah oui, j'imagine. Et justement, ça mobilise combien de bénévoles avant et pendant le festival ? Une cinquantaine. Ouais, c'est ça. Une cinquantaine de bénévoles, ouais. Et alors on le précise, hein, l'entrée pour le public est gratuite. Pour vous, l'organisation représente tout de même un coût important. Alors comment on arrive à financer un festival gratuit avec des artistes qui viennent justement des 4 coins du monde ? On en a qui viennent de Suisse, d'Australie cette année. C'est ça. Alors on a des sponsors. Pas mal de commerçants du coin qui nous donnent un coup de pouce. On a une subvention aussi du département.
Ensuite, on fait notre soirée pizza flamme avec l'AS Lixin-les-Roulins, qui nous permet d'avoir une entrée d'argent. Et ensuite, on attend aussi les dons du public en faisant passer un chapeau. C'est des dons libres, voilà. Même des personnes qui veulent simplement nous soutenir et puis qui nous aident d'année en année. Et c'est important pour vous d'avoir ce soutien à la fois du public, mais aussi, vous l'avez dit, des sponsors, des commerçants, etc., pour le maintien du festival? Ah oui, sans eux... On ne pourrait pas. C'est un travail d'équipe, il y a le comité, mais il va y avoir tous les membres, tous les bénévoles, tous les aidants qu'on a, voilà, toutes les aides, les subventions. C'est vraiment toutes ces personnes-là nous permettent d'arriver à cet événement en juillet. Et d'avoir des groupes un peu plus reconnus aussi. Et donc vous entrez à la 6e édition, samedi du Summer Live. Est-ce que vous sentez justement que ce festival prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure des éditions? Ah oui, l'année dernière, on a constaté qu'il y avait pas mal de monde et justement, pas que les gens de Lixin, parce qu'au début, c'était essentiellement des gens de Lixin qui nous soutenaient. Et là, on a quand même des gens qui viennent de Paris, des Allemands. Nancy, Allemands, Strasbourg. Le public s'élargit d'année en année, effectivement. On a même des bénévoles qui viennent... de loin, qui viennent pas que du coin, qui viennent de loin, donc ça fait plaisir. Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous procure le plus de satisfaction lorsque vous voyez justement le public apprécier les concerts le soir du festival, quand vous y êtes le jour J? Déjà, on se dit qu'on a bien travaillé. Quand on voit un public heureux, qui apprécie les concerts, que la soirée se déroule bien, c'est vraiment super important. Je pense que, et comme dit, faut vraiment mettre en valeur ce travail d'équipe, sans quoi il ne se passerait rien du tout. Donc c'est vraiment, c'est touchant de voir tout le soutien, de voir les personnes qui apprécient. Et les retours aussi, les retours des groupes. Qui des fois arrivent et se disent « Oh, où est-ce qu'on est voilà, parce qu'ils ont l'habitude plus des gros festivals, donc ils arrivent là un peu, et ils nous disent « Waouh, c'est vachement bien, vous êtes bien organisés, le son est bon ». Enfin voilà, c'est une certaine reconnaissance de la part des groupes et c'est pour ça qu'on avance aussi et que ce festival nous tient à cœur. Et donc le Summer Live, c'est votre événement principal de l'association. Est-ce que vous organisez d'autres événements au cours de l'année également? Pas pour le moment. Comme dit, à l'époque, on avait un événement en fin d'année qu'on a arrêté pour vraiment s'orienter sur le festival l'été. Par contre, l'année prochaine, on va fêter nos 10 ans. Donc, ce sera une année riche en surprises. Je pense une très grosse édition. Voilà. On se concentre déjà sur l'année prochaine. Et est-ce que vous avez d'autres projets en tête, peut-être pour les prochaines années? Pour le moment, vraiment, on reste concentré sur cet événement de l'été qui nous met quand même bien la pression, qui demande vraiment beaucoup de travail. Mais on n'est pas fermé à pour autant, à un moment donné, faire les choses différemment, on verra. L'avenir nous le dira. Bien sûr. Alors, avant de terminer, on va rappeler les informations pratiques. Donc, le Summer Live, ce sera le samedi 4 juillet. À quelle heure va débuter la soirée? 18h30, avec tout Magnette. 18h et les concerts 18h30. Et où est-ce que ça se déroule exactement? On sait que c'est à Lixin-les-Roulins, mais ce sera où exactement? En fait, c'est au bout de la rue des Jardins. Vous allez au bout de la rue des Jardins, vous tombez sur la place des Fêtes et c'est là qu'aura lieu l'événement cette année. Ok, ce sera affiché, j'imagine, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le territoire. Et surtout, on le rappelle, l'entrée est gratuite. Oui, c'est ça. Venez nombreux, on a besoin de vous. Et le message est passé. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous pour parler de cet événement. Merci à vous. Et très belle journée à tous. Moi, je m'appelle Romain Charbonnier, donc je suis ingénieur forestier à l'ONF. Depuis maintenant 2 ans sur le secteur de Bitche et Sarreguemines. Donc c'est le secteur forestier des forêts publiques entre ces deux zones-là de la Moselle. Les missions que j'ai à l'ONF, c'est donc d'être responsable d'unité territoriale, c'est-à-dire on va dire chef du service de terrain, donc de tous les techniciens forestiers du secteur. Et donc mon rôle, c'est de piloter ce service-là de 10 personnes et puis d'assurer la gestion classique courante, multifonctionnelle des forêts publiques du territoire. C'est un milieu qui m'attirait depuis longtemps. J'étais souvent à la campagne chez mes grands-parents, j'étais souvent en contact du milieu forestier.
Et donc c'est un milieu qui m'a attiré, qui m'a plu. J'aimais beaucoup aussi les sciences naturelles quand j'étais à l'école. Et donc, de fil en aiguille, en fait, je me suis orienté vers des études de biologie. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une école d'ingénieur dans le milieu du vivant. Et je me suis spécialisé en forêt sur le campus de Nancy de l'école forestière. Et donc, en fait, tout au long du cursus, ça m'a conforté dans ce choix. Et j'ai voulu intégrer l'ONF pour mener à bien ces missions-là. Et puis, travailler, comme on disait tout à l'heure, sur valoriser ce que les prédécesseurs nous ont laissé et puis essayer de faire au moins aussi bien vis-à-vis des successeurs, avec en plus un défi inédit qui est le défi du changement climatique et qui nous permet de tester de nouvelles choses et de faire en fait un mix entre la gestion classique qu'on ne peut pas abandonner du jour au lendemain et puis tester quand même de nouvelles choses pour adapter au mieux les forêts au changement climatique. S'il fallait donner des adjectifs pour qualifier le métier, ce serait, je pense, un des premiers que je donnerais, l'adjectif polyvalent, parce que, en fait, aucune journée ne se ressemble. Et même quand on va faire la même opération, par exemple, ce qu'on disait, le martelage des coupes, donc on choisit les arbres à couper, même 2 martelages qu'on fait sur une semaine d'intervalle, c'est pas du tout la même opération potentiellement. C'est vraiment intéressant, moi, je trouve, de toucher un petit peu à tout comme ça, tout en étant toujours dans la même idée de favoriser la forêt et puis aider la forêt à s'adapter. À la fois toujours la même mission, mais jamais les mêmes missions locales et précises. Donc je trouve ça vraiment intéressant et enrichissant parce qu'on apprend tous les jours de nouvelles choses aussi. Ce que j'apprécie vraiment, moi, c'est justement le fait de faire un peu tout. Parce que c'est satisfaisant de voir, parce qu'on a fait un type de travail, on a travaillé par exemple la régénération, ça va nous permettre derrière de faire un autre type de travail, peut-être quelques années plus tard. Donc c'est pas à l'heure où aujourd'hui tout est immédiat, tout est instantané, ça donne aussi quand même un sens et une satisfaction de voir que sur plusieurs années, on va mener quelque chose, mener un projet sur plusieurs années. Donc le fait de compléter nous-mêmes en fait nos actions, de s'améliorer au fur et à mesure, c'est extrêmement enrichissant. Et puis sinon sur les missions, l'alternance aussi entre les missions de bureau, les missions de terrain, c'est intéressant aussi. Le milieu forestier, c'est vrai que c'est apaisant. C'est un milieu qui est plus calme, on entend les oiseaux qui chantent, c'est quand même quelque chose d'apaisant, même en dehors du monde professionnel, on va dire. Même quand on se balade le week-end en forêt, c'est un milieu qui déstresse, quoi. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Et puis ensuite, ce qui me plaît vraiment dans l'approche de la forêt, c'est qu'on est là en soutien, en fait. C'est-à-dire que l'écosystème, en fait, il pourrait, on va dire, se gérer tout seul. Mais on va l'aider ponctuellement en faisant certaines opérations qui vont permettre d'une part de multiplier le nombre de services que va nous rendre la forêt. Donc, parce que évidemment la forêt, l'homme gère la forêt aussi pour en bénéficier. Alors c'est là tout l'intérêt, c'est que le travail permet de protéger le milieu tout en permettant d'acquérir le public là où c'est le plus pertinent, de produire du bois qui nous sert ensuite pour nos activités, pour nos meubles, pour nos charpentes, pour notre bois de chauffage, etc. Et puis tout en préservant des espèces, c'est toujours agréable un matin en forêt quand on voit des oiseaux qui s'envolent, qui vont faire leur nid avec les petites branches. C'est des choses qui, ça paraît pas grand-chose, mais ça fait vraiment du bien de voir ce genre de choses. Avoir cette impression qu'on aide un petit peu le milieu, qui est déjà un milieu très joli naturellement, je trouve ça très valorisant. C'est ce qui donne envie de se lever le matin. Ouais. On arrive à avoir un peu de recul, mais le plus important, c'est ce qu'on laisse à la fin. Et du coup, c'est vraiment... ça donne beaucoup de sens au métier. Donc on apprend aussi beaucoup humainement, j'ai envie de dire, de la nature. Donc c'est quand même très beau de suivre comme ça, d'observer et puis d'agir ponctuellement là où il faut agir. Les changements climatiques, que ce soit les précipitations, les canicules, la température, les régimes de vent, enfin tout ce qu'on veut, c'est quand même un changement extrêmement brutal et pour le coup, il faut vraiment qu'on en prenne la mesure. On va essayer de maintenir la forêt, on va tout faire pour maintenir la forêt. Et la forêt, normalement, devrait se maintenir, simplement, elle va changer de visage. Donc il y a des raisons d'être optimiste, mais il ne faut pas être trop optimiste dans la mesure où il faut quand même être conscient que le problème est grave et que ça va être probablement le principal défi de l'humanité au XXIe siècle. De toute façon, encore une fois, si on n'espère pas, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Donc non, il faut être relativement optimiste, mais toujours conscient du risque et du danger. Il ne faut pas attendre pour s'y mettre.